Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Mes chers camarades, je voulais d'abord vous dire un grand merci pour l'organisation de cette rencontre et pour l'invitation. Un grand merci pour cet effort que nous sommes très nombreux à vouloir de nous rassembler par-delà quelques divergences, quelques différences. Beaucoup d'entre nous souhaitent la convergence. Alors, je suis vraiment très plein de joie et de fierté d'être dans cette nouvelle capitale des luttes qu'est Vénissieux. Alors, me revient la tâche de vous parler brièvement du capitalisme mondialisé et du socialisme réel. C'est un tout petit sujet que je vais essayer d'aborder en moins de 20 minutes, Marie-Christine, autour de 3 points ou 2, et puis on verra le troisième dans la discussion. D'abord la crise, ensuite le socialisme réel, actuel, et dans un troisième temps, les perspectives. Alors, la crise d'abord, la crise du capital actuel, ce n'est pas seulement une crise financière, évidemment, ni même une crise socio-économique. C'est une crise structurelle du capital, une crise systémique au sens où, à mon avis, elle ne trouvera pas de solution dans la logique interne du capital, par les mécanismes propres qui sont ceux du système capitaliste. C'est une crise dans toutes les dimensions du système. Des dimensions qui sont elles-mêmes en relation les unes avec les autres et qui ne font qu'accentuer leurs propres contradictions et que renforcer les contradictions propres au système. Il y aurait beaucoup d'exemples à prendre. Je vais en prendre un qui pourra peut-être vous surprendre ou que certains considéreront comme un point mineur, mais je ne crois pas que ce soit un point mineur. C'est le problème de la crise agricole et alimentaire, par exemple. Alors, la paysannerie, qu'on n'évoque jamais, quasiment jamais, sauf pour quelques, disons, les problèmes en France, que rencontre la paysannerie en France. La paysannerie, c'est quand même encore un peu plus de la moitié de la population mondiale. Donc c'est pas rien. Et on a à l'échelle mondiale, on a encore quelques 3 milliards à peu près. 3 milliards, pas 3 millions, 3 milliards de personnes qui souffrent directement de la faim ou de malnutrition, alors même que les productions agricoles dépassent d'au moins 50% les besoins exprimés par les populations. Et le paradoxe, c'est que l'immense majorité de ces personnes souffrant encore de malnutrition ou de faim sont eux-mêmes des paysans. Donc on a un système qui est capitaliste, complètement détraqué, complètement fou, avec des tendances qui ne sont pas paradoxales, qui sont contradictoires et qui vont vers plus de contradictions. Par exemple, on a une extension des terres mises en culture et dans le même temps un recul des populations rurales. Donc des phénomènes d'exode ruraux, d'exode rural tout à fait intranationaux qui sont tout à fait énormes à l'échelle de certains pays. On a également des transnationales qui se taillent la part du lion, évidemment, dans les profits qui sont réalisés dans l'agro-business maintenant, mais des transnationales qui, de plus en plus, détournent leur production de débouchés vers la consommation alimentaire et qui tirent des profits gigantesques de production industrielle ou agricole, mais à débouchés industriels et énergétiques, par exemple les agrocarburants, qui, évidemment, provoque des expropriations ou des expulsions de terres. Donc, tout ça sur un fond, évidemment, un problème fondamental qui est le problème
depuis plusieurs siècles du capitalisme mondialisé, qui est celui de l'accès à la terre, du refus de l'accès à la terre. Okay, problème qui se combine avec des problèmes d'endettement, des problèmes de désespoir, évidemment, de beaucoup de petits paysans ou de paysans sans terre, des problèmes de pollution. Donc, on s'aperçoit au travers de cet exemple que non seulement on peut continuer à analyser en termes marxistes la crise systémique que nous traversons, que nous vivons, parce qu'il s'agit aussi de surproduction. Vous comprenez bien qu'il y a un problème de surproduction. Si on produit en gros 150% de produits agricoles et qu'on a pratiquement la moitié de l'humanité qui a encore des problèmes de malnutrition. Évidemment qu'il y a un problème, on va dire, basique, analysable en termes marxistes, de surproduction. Mais évidemment, ce n'est pas tout. Il y a aussi une combinaison de plus en plus évidente, une articulation de plus en plus visible des différentes dimensions de la crise du capitalisme mondialisé. La dimension de crise agricole communique avec la dimension de crise alimentaire, laquelle communique avec la dimension de crise environnementale ou climatique, laquelle communique avec les crises migratoires, parce qu'évidemment, il y a les guerres impérialistes, c'est tout à fait fondamental de les intégrer aussi dans l'analyse, mais le fond du décor, disons, c'est quand même ces destructions extraordinaires que le capitalisme mondialisé continue à produire sur toutes les formations du monde, y compris évidemment au nord, mais aussi et surtout quand même au sud. Donc des phénomènes aussi de crise migratoire dont on mesure les effets, qui ont évidemment une dimension internationale aussi, et dont on mesure les effets tout à fait dramatiques aujourd'hui. Alors, cette crise, elle doit aussi, bien sûr, s'analyser, surtout, je crois, comme une crise de suraccumulation du capital. En particulier, sous la forme, un capital argent qui prend des formes de plus en plus abstraites, presque fictives, irréelles pour nous. Mais au-delà de ça, il faut bien comprendre que ce ne sont que les instruments, là, vous voyez de quoi je parle, une excroissance, les bulles extraordinaires de capital fictif accumulées par la finance, comme on dit. Mais derrière ça, il ne faut jamais perdre de vue que ces instruments ne sont que les formes de la domination du capital. Okay, de la même manière, d'une certaine manière, dans le domaine monétaire, que l'hégémonie du dollar, qui est fondamentale et dramatique pour nous tous, et donc d'une certaine manière l'euro n'est qu'une sorte de sous-produit. L'euro est venu pour tenter, soi-disant, de contrebalancer cette hégémonie du dollar. En fait, on a un euro qui est complètement soumis à l'hégémonie du dollar aussi. Mais par-delà même cette hégémonie, il faut bien comprendre que le dollar états-unien n'est lui-même que le support de ce qui nous intéresse ici, parce que c'est notre ennemi fondamental, le capital mondialement dominant. Et en face de lui, il y a le travail, qu'on essaye de faire s'évaporer, disparaître, comme si les profits, en fait, naissaient de la seule... du boursicotage, hein, de la seule spéculation financière, comme si on pouvait en fait spéculer, s'enrichir et ne plus exploiter le travail. Non, la réalité de la confrontation capital-travail demeure, et notre ennemi reste le capital qui est aujourd'hui mondialement dominant. Ça, c'est très important. Alors, je vais juste insister sur une chose sur laquelle, finalement, les forces de gauche n'insistent pas trop, à ma grande surprise. D'abord, rien, ou presque rien, n'a été réglé depuis l'éclatement de la grande crise financière de 2007-2008, y compris institutionnellement. Presque rien n'a été modifié. Presque rien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les élites de ce capital mondialement dominant sont parvenues, jusqu'à présent, évidemment, elles ont réagi, je le sais très bien, mais elles sont surtout parvenues, disons,
à mobiliser les États et les banques centrales, y compris parfois en les nationalisant, fondamentalement pour éviter l'effondrement du système. Ça, je crois qu'on n'a pas vraiment mesuré ce que ça veut dire. On a vraiment, je crois, encore à prendre conscience du fait que ce capitalisme qu'on dit surpuissant, il l'est, ce capitalisme qu'on dit, pas nous, mais on nous dit qu'il est de l'ordre de l'état naturel, qu'il est éternel, qu'il est sans alternative, ce capitalisme, ou tout au moins son pan financier, qui est quand même pas le moindre, a failli s'effondrer. Ça, il faut vraiment le comprendre. Je dis s'effondrer brutalement comme, permettez-moi, une vulgaire Union soviétique. Entre la 2e et la 3e semaine de septembre 2008, le pan financier au centre du système capitaliste a failli tomber, a été à 2 doigts de tomber. Et il a fallu une réponse, une réaction d'une violence inouïe des élites du capital mondialisé pour sauver ce système. C'est évidemment le transfert massif des dettes des bourgeoisies nationales, disons, hein, pour aller vite, à la charge des peuples, exactement comme les dictatures néofascistes latino-américaines avaient procédé dans les années 60, 70, surtout 70 et 80. Ils ont fait exactement ce que Pinochet a fait, à la différence près que, bon, ça c'est pratiquement pas analysé dans ces termes. Mais c'est la même chose. Pinochet avait nationalisé les dettes de la bourgeoisie chilienne. Ça a été l'une des premières mesures. C'est ce qu'ils nous ont fait. Bon. Mais il y a eu bien sûr des mesures beaucoup plus techniques et encore plus importantes pour sauver le système, en particulier une injection, une création gigantesque de liquidités et surtout l'acceptation par la Banque centrale des États-Unis de donner un accès illimité, vous imaginez, illimité aux banques centrales alliés, y compris dans des pays du Sud que les États-Unis jugeaient stratégiques, comme la Corée du Sud ou le Mexique. Y compris ces pays-là ont eu, après ces fameuses semaines de septembre 2008, un accès à partir d'octobre 2008, un accès illimité au dollar, c'est-à-dire à la monnaie mondiale, c'est-à-dire à l'une des armes que les États-Unis, que le capital, pas seulement financier, mais le capital états-unien, mondialement dominant, tient entre ses mains pour nous asservir. Alors, je suis en train de vous dire qu'il a failli tomber ce système. Mais de mon point de vue, je le dis vraiment très modestement, c'est la façon dont je lis le mouvement du capital aujourd'hui. Je pense que de toute manière, ce système est entré dans une phase lente, longue, d'effondrement. Il n'est pas tombé brutalement, comme je l'ai dit en 2008, mais il est entré dans une phase plus que de déclin, c'est pas d'un déclin, c'est vraiment une phase d'effondrement, d'autodestruction, si vous voulez. Donc Marx avait raison, mais Marx n'a jamais dit que le système capitaliste allait tomber tout seul. Il ne tombera que par nos résistances, que par nos luttes renforcées, convergentes. Bien sûr que nos luttes aujourd'hui sont compliquées par tout un tas de choses, par nos propres faiblesses, il faut le reconnaître, mais aussi par une complexification des conflits, disons. En particulier parce que les conflits qui occupent le devant de la scène sont la plupart du temps des conflits entre classes dirigeantes. Vous voyez, à plusieurs niveaux. Il y a d'abord un conflit qui est d'ailleurs très peu analysé à gauche, qu'on ne saisit pas vraiment d'ailleurs. C'est un conflit interne à la finance, comme on dit, c'est-à-dire aux fractions dominantes des classes dominantes, si vous voulez. Un conflit qui oppose la finance globalisée à la finance nationale. Un type comme Trump n'est compréhensible que dans cet affrontement interne à la finance, une finance globalisée contre une finance nationale. Ensuite, il y a là on en parle beaucoup plus à gauche, surtout chez les réformistes, c'est un conflit entre
la finance et l'industrie, entre les capitalistes financiers et les capitalistes industriels. Évidemment, l'idée des réformistes, c'est de nous faire avaler, ou de nous faire croire qu'il existerait un capitalisme humain, à visage humain, face à un mauvais capitaliste, spéculateur, parasitaire et tout. Et donc, on essaye de nous faire accepter le capitalisme qui est dans une phase d'effondrement, donc aussi dans une phase, Georges l'a dit, Jean l'a dit aussi, dans une phase d'agressivité renforcée, dans une phase de déchaînement, de barbarie dans tous les domaines. Mais il y a aussi, et surtout, je crois, c'est ça que si j'ai encore un peu de temps, ce dont je voulais vous parler, c'est un conflit entre classe dirigeante du Nord et classe dirigeante du Sud. Et en particulier, dans un environnement, un contexte qu'on appelle celui des pays émergents. Vous entendez souvent parler de ça. De la même manière qu'il y a d'autres fictions dont je viens de parler, en particulier celle du caractère réformable, humanisable du capitalisme, il y a la fiction des pays émergents. On nous fait croire que des pays du Sud pourraient décoller, pourraient réussir dans le système capitaliste mondialisé. Ça, je crois que c'est une fiction totale. C'est une fiction totale. Il a fallu quelques semaines à la Corée du Sud pour comprendre sa vulnérabilité après la crise dite asiatique de 98. Il a fallu quelques semaines aux grands capitalistes du Nord pour mettre la main sur un appareil, une structure de propriété capitaliste en Corée du Sud, que des décennies de surexploitation du travail des travailleurs sud-coréens avaient fini par placer très strictement dans la main, au prix d'une dictature néofasciste militaire, dans la main de capitalistes nationaux. Ça a été balayé, je dirais presque en quelques heures, d'un des soubresauts de cette crise systémique localisable en Corée du Sud, la crise systémique dont j'ai parlé. Bon, je suis en train de vous dire quoi? Fondamentalement, qu'il n'est pas possible pour un pays du Sud d'émerger dans le cadre du système capitaliste mondialisé. Et ce qu'on voit, à bien y regarder, c'est que le seul qui a vraiment réussi, c'est la Chine. Disons-le tout à fait clairement. Alors évidemment, le socialisme aux caractéristiques chinoises ressemble beaucoup à un capitalisme d'État. Mais de là à dire que c'est du capitalisme, que la cause du socialisme est perdue en Chine, je crois que ce serait vraiment une erreur. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que si la Chine a réussi, la Chine telle qu'on la connaît, c'est peut-être aussi et surtout parce qu'elle a réalisé ce qu'aucun des autres BRICS, comme on dit, le Brésil, la Russie, l'Inde, l'Afrique du Sud, n'a fait. La Chine a fait, du temps où elle était encore pleinement socialiste, elle a fait une réforme agraire et donné l'accès aux paysans. Elle a fait une industrialisation en profondeur qui a coûté au pays, évidemment, y compris et surtout à sa paysannerie, qui a donné un accès dans tous les domaines aux soins sociaux, à l'éducation, dans tous les domaines, les besoins sociaux du peuple ont été satisfaits. Et ça a pris des décennies. Donc, en clair, il est absolument illusoire de croire. Il est absolument... Bon, alors je termine là. Je dis juste un mot peut-être sur les autres. Ouais, vas-y. Bon, en clair, je suis en train de vous dire toute l'importance du socialisme. Y compris pour un pays, le plus grand de tous, la Chine. Dans un pays comme le Vietnam, par exemple, il y a aussi les bases qui pourraient donner une possibilité pour l'émergence, comme on dit. Il y a une terre collective, il y a des bases industrielles, il y a du pétrole en plus et tout. Bon, dans des plus petits pays, par exemple la Corée du Nord, qu'est-ce qu'on peut avancer? La Corée du Nord n'était pas dans le Comecon. Donc, ils n'ont pas voulu entrer dans le Comecon.
dans la dépendance de l'Union soviétique, disons. Donc, un point tout à fait fondamental dans ce pays qu'il faut quand même regarder, c'est qu'ils ont dû construire une autosuffisance dans tous les domaines, y compris les domaines technologiques et militaires. C'est pas rien. Bon. Un pays comme Cuba, c'est tout à fait différent. Eux, ils étaient, le contexte est différent, mais ils sont rentrés dans le Comecon, après une dizaine d'années de révolution à peu près, mais ce qu'il faut bien comprendre dans ce cas-là, c'est que le socialisme, aidé évidemment par l'Union soviétique et le Comecon, le socialisme avait permis à la population cubaine d'accéder à un certain bien-être. Il ne faut pas l'oublier ça, y compris dans le domaine de la consommation. Donc, je suis en train de vous dire que ce n'est pas le socialisme qui a causé les pénuries dans tous les domaines qu'a connu Cuba à partir des années 90. C'est la chute de l'Union soviétique. Le socialisme a non seulement permis d'accéder à un certain bien-être, mais c'est la réaffirmation, malgré, par-delà la chute de l'Union soviétique, de l'adhésion au socialisme qui a fait que Cuba a pu traverser la période spéciale, qui a même fait qu'elle a pu contre-attaquer dès la fin des années 90, c'est-à-dire encore dans la période spéciale, alors que se mettaient en mouvement d'autres processus révolutionnaires dans le reste de l'Amérique latine, au Venezuela, en Équateur, en Bolivie. Bon. Et, je terminerai là-dessus, ce n'est pas le socialisme qui cause les difficultés de ces processus révolutionnaires. C'est même tout le contraire. C'est parce que ces processus révolutionnaires n'ont pas pu être poussés plus en avant dans la voie socialiste. C'est parce que les structures économiques de ces pays sont restées des structures capitalistes, avec un État capitaliste à l'intérieur, avec des classes dominantes, qui n'étaient plus tout à fait les classes dirigeantes, qui sont restées sur place et qui ont défié le processus révolutionnaire, qui ont miné la révolution, qui ont mené une guerre économique en alliance, évidemment, avec l'impérialisme états-unien, que les problèmes ont été aggravés jusqu'à la situation actuelle, qui est tout à fait préoccupante, évidemment. Donc, je terminerai là-dessus. Aujourd'hui, au Venezuela, il y a une lutte à mort entre les forces de progrès et les forces de la réaction. Et cette lutte concerne d'ailleurs l'ensemble du continent latino-américain. Tout le continent est concerné et on le voit d'ailleurs très bien au Brésil aujourd'hui. Donc, je termine là-dessus. Je peux même m'arrêter là, si. Alors, ce capitalisme mondialisé, dont j'ai dit qu'il était en crise et même en phase d'effondrement, long, ça va prendre beaucoup de temps, est en guerre évidemment contre ces processus révolutionnaires. Mais il faut bien comprendre que les élites de ce capitalisme mondialisé sont en guerre contre tous les peuples du Sud et de l'Est. Tous. On l'a vu par exemple avec la manipulation extraordinaire par les États-Unis et leurs alliés Arabie Saoudite, Émirats, à l'intérieur de l'OPEP, la manipulation du prix du pétrole à la baisse. Évidemment qu'ils avaient en ligne de mire le Venezuela, évidemment qu'ils avaient en ligne de mire l'Iran, avant même les négociations sur le nucléaire, évidemment qu'ils avaient en ligne de mire même l'Algérie, ils avaient surtout en ligne de mire la Russie dans son alliance stratégique avec la Chine, entre la Russie, entre l'Ukraine et la Syrie. Bon, guerre contre tous les peuples du Sud et de l'Est, mais aussi, évidemment, guerre contre nous, contre les travailleurs du Nord. Et la prochaine bombe qu'on va prendre sur la tête, c'est le TAFTA, c'est le traité transatlantique, dont on discute finalement très peu, très discrètement. En Amérique latine, c'est ce qui avait, la lutte contre l'ALCA, c'est ce qui avait permis de repasser à la contre-offensive, d'arrêter le recul des peuples, de les unir, de les faire converger malgré des différences gigantesques, et de les faire contre-attaquer. C'est sur le traité, la lutte contre l'ALCA, c'est-à-dire l'équivalent du TAFTA, que l'Amérique latine s'était unie, mis debout et avait recommencé à avancer. Alors, encore une possibilité pour nous de stopper cette reculade et de comprendre que nous avons un ennemi commun, c'est celui dont je parle, c'est ce capital mondialement dominant.